Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un artiste exceptionnel, Jacques Stodzem. Originaire de Verviers, ce guitariste acoustique belge est reconnu mondialement pour son style fingerpicking unique, mêlant blues, jazz, rock et folk. Avec 19 albums à son actif, dont le récent Histoire sans mots, Jacques nous invite à un voyage musical où chaque note raconte une histoire. Dans cette interview, il partage avec nous son parcours, ses inspirations et sa passion pour la guitare. Préparez-vous à découvrir l'univers d'un musicien dont les cordes font vibrer les émotions. Et bonjour Jacques. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. En pleine forme? Oui, tout à fait. Parfait. Ouais. Eh bien Jacques, nous sommes ici proche de Verviers, là où tu habites. Tu as toujours habité dans les environs? Oui, j'ai toujours habité dans les environs. À une époque, j'ai habité à Herve, mais je suis originaire de Verviers. Et c'est étrange, mais je suis attaché à cette ville, en fait. C'est la ville où je suis né. J'ai eu beaucoup de souvenirs de mon enfance, d'y avoir habité. Et puis, en fait, comme je voyage beaucoup, comme je joue souvent en Allemagne aussi, au niveau géographique, en fait, c'est pas mal aussi d'habiter Verviers parce qu'on est vite un petit peu partout, quoi. Donc, j'ai décidé de rester ici, habiter à Verviers, et puis voilà, on y est bien. Et comment était le petit Jacques quand tu étais jeune? Ah, tout petit, tu veux dire? Oui, tout petit. En fait, j'étais un adolescent un peu comme tous les autres, jusqu'à ce que je découvre la guitare, évidemment. Et donc, je ne viens pas d'une famille de musiciens. Ça, c'est une chose. Donc, en fait, j'ai découvert la guitare quand j'avais 16 ans. Et jusque-là, il y avait vraiment absolument personne, ni aucune musique qui m'avait donné l'envie de jouer de la guitare. J'écoutais, quand j'étais adolescent, tout ce qu'on écoutait à l'époque. Donc, j'écoutais par exemple des groupes comme Slade ou des choses comme ça, vraiment des choses qui étaient typiques à l'époque, de la pop music de l'époque. Et puis un jour, en voulant regarder une émission à la télé, une émission qui concernait justement la pop music, j'ai découvert un guitariste qui s'appelle Stefan Grossman, et qui lui jouait du blues et il jouait de la guitare acoustique. Et franchement, quand j'ai eu l'occasion de découvrir les 3 morceaux qu'il jouait à la télé, ça a été pour moi une révélation absolument bouleversante parce que je ne connaissais rien de la guitare. Et je me suis dit, après avoir vu Stefan Grossman, je me suis dit, je dois jouer de la guitare. J'ai une envie irrésistible de jouer de la guitare, et donc je me suis acheté une guitare, effectivement, un petit peu plus tard, avec mes petites économies d'adolescent. Donc, je me suis acheté une guitare, et puis j'ai commencé la guitare comme ça, tout seul dans mon coin, avec comme seule référence ce monsieur qui s'appelle Stefan Grossman, et le fait que dans son interview, il parlait du blues acoustique. Et voilà, je me suis petit à petit un peu renseigné, mais j'ai appris vraiment la guitare en autodidacte. Ça a été pour moi vraiment excessivement important parce que je me rappelle à l'époque quand même, quand j'étais adolescent, j'étais vraiment timide. Et pour moi, si tu veux, la guitare a été vraiment une sorte de révélation et de motivation, au point que je me souviens par exemple que mon premier concert, je l'ai donné quand je devais avoir quelque chose comme 19 ans. Je suis très mauvais dans les dates, donc pour me souvenir exactement des dates précises, je ne suis pas un bon client. Mais en tous les cas, je me rappelle que j'avais participé à un concert, si tu veux, qui était ici à Verviers, un concert qui était un peu comme une sorte de petit cabaret, je dirais. Et alors, je me rappelle absolument de ce moment-là d'une manière très forte, parce que quand j'ai pris ma guitare et que c'était mon tour d'aller jouer, en fait, je me suis assis sur la scène, et assis sur la scène en train de jouer, je me suis senti comme dans un bain chaud, comme on dit. Et alors, voilà, je me suis dit, waouh, d'abord la guitare a été une révélation, mais le fait d'aller jouer comme ça sur une scène, ça a été une autre révélation pour moi. Et donc, je me suis dit, à l'époque, que je devais être musicien. Et que je devais être musicien non seulement en jouant de la guitare, mais en donnant des concerts. Donc c'est cette combinaison, si tu veux, qui a été excessivement importante pour moi. Et voilà. J'ai dit à mes parents, d'ailleurs, peu de jours après cette petite prestation, que j'allais devenir musicien. Et ma mère m'a dit, qui n'a jamais été
elle n'a jamais encouragé dans la musique parce que pour elle c'était un monde qu'elle ne connaissait pas du tout. Mais en tous les cas, elle m'a dit tu fais ce que tu veux de ta vie, mais je te demanderai quand même de terminer les études secondaires, ce que j'ai fait tant bien que mal, on va dire, hein, parce que j'avais la guitare en tête, mais vraiment d'une manière obsessionnelle. Et donc j'ai joué tout le temps de la guitare plutôt que d'étudier, évidemment. Hein, donc j'ai quand même réussi à passer le cap. Et voilà, pour moi, si tu veux, donc dès mon adolescence, j'ai su très vite que ce que je devais faire, ou bien ce qui m'était destiné, c'était d'être musicien, mais concertiste. Et la guitare est arrivée un peu par hasard. Pourquoi la guitare? Alors, qu'est-ce que ça t'apporte, cet instrument-là? Je ne saurais pas dire le pourquoi. Le pourquoi, c'est comme je viens d'expliquer, c'est parce que j'ai vu un guitariste qui jouait d'une manière particulière, qui m'a, ça m'a séduit complètement, quoi. Donc voilà, si ça n'avait pas été Stefan Grossman, je ne sais pas si l'attrait de la guitare aurait été aussi fort. Hein. Tu aurais peut-être fait de la clarinette. Je ne crois pas, non, ça je ne pense pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé même à jouer de la guitare au début, l'attrait pour cet instrument-là, qui est aussi on a un contact très physique avec une guitare. Les vibrations, on les sent très fort en soi. Et c'est vraiment un instrument qui m'a passionné dès le départ, quoi. Et donc, en fait, je ne pense pas que j'aurais réussi à avoir une passion aussi forte pour autre chose. Je ne faisais pas partie d'une famille de musiciens, mais par contre, je me rappelle que dans les vieux disques que mon père avait, et donc j'allais de temps en temps écouter, mon père avait par exemple des disques de Georges Brassens, ou bien mon père avait des disques de Django Reinhardt. Et je les ai écoutés aussi, mais je vais dire, ça ne m'a pas donné l'envie de jouer de la guitare, c'est étonnant, hein. Mais c'est peut-être quand même une longue histoire quand même qui a débuté, ma relation avec la guitare qui a peut-être débuté déjà dans mon enfance quand mon père écoutait Georges Brassens ou Django, quoi. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas ni Georges Brassens ni Django qui m'a donné envie de jouer la guitare, c'est plutôt Stefan Grossman avec le blues. Et finalement, ça a été relativement rapide, puisque tu as commencé à 16 ans, et à 19, tu faisais déjà ton premier concert. Un concert est un grand mot, hein, parce qu'en fait, j'avais une petite participation à faire, donc j'ai dû jouer quelque chose comme un quart d'heure, 20 minutes dans une prestation où il y avait plusieurs personnes qui jouaient. Mais ça a été révélateur pour moi, sur tout ça. Et voilà, qu'est-ce que je jouais à l'époque? Je jouais des morceaux de blues que j'avais été capable de transcrire des vieux disques que j'avais. Et voilà, ça a été le début, si tu veux, grâce aussi à certains livres de Stefan Grossman. Donc Stefan Grossman, je me suis beaucoup renseigné puisqu'il était ma seule référence à l'époque, hein, et qu'il n'y avait pas évidemment YouTube, il n'y avait pas tous les moyens, toutes les médias qu'on a maintenant pour pouvoir trouver les informations des choses qu'on a envie d'apprendre ou qu'on a envie de découvrir. Donc la découverte était assez compliquée. Il fallait acheter des disques, ou quand il n'y avait pas les disques, il fallait les commander. Il fallait attendre des semaines avant d'avoir un disque. Il fallait attendre des semaines avant d'avoir un livre, parce que Grossman avait fait des livres de transcription des disques de blues. Donc tout ça, si tu veux, ça m'a aidé à forger au début ma connaissance de cette technique qu'est le fingerpicking au travers des vieux bluesmen. Et qu'est-ce que j'ai dû jouer à l'époque, je m'en souviens plus, mais ça devait être des morceaux que j'avais étudiés grâce aux transcriptions de Stefan Grossman. Donc ça a dû être des morceaux de genre de Mississippi John Hurt, ou bien de Big Bill Bonzi, ou bien de tous ces vieux bluesmen qui étaient vraiment pour moi les personnes de référence à l'époque. En 2006, il y a une firme américaine, Martin & Company, qui a produit un modèle signature en ton honneur. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est excessivement fort. Je te dirais pourquoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on se penche un petit peu sur cette musique, je vais dire, qui débute au début du siècle passé, le fingerpicking, dans les États du Sud des États-Unis, on se rend compte en fait que les guitares Martin, c'est une firme qui est établie aux États-Unis depuis 1833. Et en fait, on se rend compte tout en écoutant la musique de cette époque-là, que d'abord beaucoup de ces vieux bluesmen-là jouaient sur des guitares Martin, mais pas seulement les vieux bluesmen. Il y avait par exemple aussi tout ce qui va concerner la folk music, donc la country music. Et si tu veux, la guitare Martin, en tant que guitare acoustique, se retrouve d'une manière omniprésente dans tous les différents styles de musique. Et donc ça veut dire que
pour moi, à l'époque, quand j'apprenais la guitare, ben, le son d'une guitare Martin, c'était la sonorité de référence que j'avais. Et donc, ouais, quand j'ai pu m'acheter ma première guitare, vraiment ma première bonne guitare, je dirais, hein, ben je me suis dit, je dois m'acheter une Martin, ce que j'ai fait. Et donc depuis des années, en fait, je jouais des guitares Martin de manière, je veux dire, ce qu'on appelle non officielle. Hein. Donc je les jouais simplement parce que j'aimais le son de ces guitares-là. Et puis petit à petit, ben, il y avait la foire de musique de Francfort, hein, qui maintenant n'existe plus. Il y a d'autres choses qui l'ont remplacée, mais la foire de Francfort officiellement n'existe plus. Et c'était le moyen en Europe d'aller pouvoir découvrir tous les nouveaux modèles de guitares qu'il y avait sur le marché. Et donc un jour, je suis allé là-bas pour découvrir un système d'amplification de guitare qui s'appelait un système Fishman. Et voilà, j'ai rencontré les gens de chez Fishman qui étaient, eux, étroitement liés à la firme Martin. Et de fil en aiguille, comme ça, d'année en année, de voir les gens, ben, de rester en contact avec eux aussi, de leur envoyer les disques que je faisais, ben, ils se sont rendus compte que j'avais ma place, si tu veux, dans la scène européenne en tant que musicien, guitariste acoustique. Et ils ont décidé à un moment de dire, voilà, Jacques, tu es actif avec une Martin depuis des années, et on te rend, si tu veux, on te fait l'honneur de faire un modèle signature, ce que j'ai fait maintenant il y a à peu près une vingtaine d'années. Et la guitare, je l'ai toujours, elle est là, elle est au mur, c'est la guitare que je joue depuis des années, et j'en suis très fier parce que, en tant qu'Européen, si tu veux, il y a très peu de gens qui ont un modèle signature, puisque dans la liste, on pourra compter Clapton, on pourra voir Sting, on pourra voir Mark Knopfler. Et je suis dans la liste des musiciens européens qui ont un modèle signature Martin. Donc de ça, je suis très fier, mais surtout, j'aime beaucoup la guitare que je joue parce qu'elle elle est vraiment la guitare de laquelle j'aime le son depuis des années, mais aussi qui est ma référence depuis des années. Tu parlais justement de festivals où tu étais régulièrement invité. Tu es invité en Europe, au Japon, en Chine, à Taïwan. Tu fais beaucoup de concerts en Allemagne. Comment est-ce que ça se passe ? Ça se passe de quelle manière veux-tu dire ? Ça se passe au niveau de la concrétisation ou bien au niveau de la réalisation des concerts ? Oui, un peu des deux. Un peu des deux. Ben, la concrétisation, si tu veux, d'abord, ben, ça passe toujours par contacter des gens, contacter des festivals. Il faut toujours être au bon moment, si tu veux, au niveau de contacter les gens. Et j'ai la chance aussi d'avoir mon épouse qui m'appuie vraiment beaucoup. Gabi, elle est très bien organisée au niveau de l'agenda, au niveau du moment où on doit contacter les gens. Et donc ça aide beaucoup. Et puis il y a des gens qui t'invitent, et puis il y a des gens que tu contactes pour être invité. Donc ça veut dire que c'est un travail. Gabi et moi, on dit toujours qu'on est une petite entreprise, hein, et c'est vrai, on travaille vraiment comme une petite entreprise avec des choses à faire, les channels YouTube à actualiser toujours, de répondre sur les médias sociaux comme Facebook ou Instagram, de poster des choses. Et voilà, on fonctionne vraiment comme une petite entreprise où on se dit vraiment, Gabi, elle a son rôle à jouer pour tout ce qui est, je vais dire, l'organisation des contacts. Et de mon côté, ben, si tu veux, une fois que le contact est établi, que le contrat est ferme avec un festival ou avec un organisateur de concert, ben, mon rôle, c'est d'aller jouer. Et là, je veux dire que Gabi et moi, on dit toujours, ben voilà, c'est un petit peu la récompense de tout le travail qu'on fait en amont. C'est d'aller jouer quelque part et puis de se rendre compte, en fait, que les gens viennent au concert, que les salles sont bien remplies, que les gens aiment la musique. Et je pense que, actuellement, je me rends compte aussi souvent dans les commentaires que les gens me laissent après un concert que les gens sont dans une demande, je ne dirais pas tout le monde, mais en tous les cas, les gens qui viennent au concert comme ça, ils sont dans une demande de retrouver des choses simples, quoi. Et des choses simples, par exemple, un guitariste qui va sur une scène, qui joue de la guitare sans aucun autre artifice, c'est quelque chose, en fait, que les gens perçoivent comme étant vraiment
un concert simple, sans artifice. Ben, je crois que beaucoup de gens, en fait, retournent vers ce genre de choses-là parce que c'est un besoin peut-être actuel aussi. On vit dans une société à 200 à l'heure, quoi. On ne prend jamais le temps de se poser. Et puis alors, on se retrouve à un moment ou à un autre dans une salle de concert où il y a quelqu'un qui joue 2 heures de guitare instrumentale avec des morceaux qui permettent de voyager, de fermer ses yeux, d'avoir vraiment sa propre interprétation d'une musique instrumentale. Il y a beaucoup de gens qui me disent « ça m'a fait un bien fou de venir au concert » parce que pendant ces 2 heures-là, voilà, on a l'impression que le temps s'arrête et on a un coup de frein comme ça dans une vie qui va, à mon avis, parfois aussi certainement trop vite aussi. Et un rôle de musicien, je pense que ça a aussi un rôle bénéfique au niveau de la société parce que on peut donner quelque chose aux gens qui est un moment d'évasion comme ça, qui est peut-être court, mais qui est vraiment très positif, extrêmement positif, quoi. Et là, je trouve toujours que la musique a une charge comme ça positive, mais vraiment forte, quoi. On te voit en concert pendant 1 heure, 2 heures, mais toi, en tant que musicien, est-ce que ça te demande énormément de travail? Est-ce que tu travailles encore beaucoup ta guitare? Je travaille la guitare tous les jours, donc il n'y a pas un jour. Mais je dirais d'abord que travailler est peut-être pas le bon mot, parce qu'en fait, je joue la guitare tous les jours par plaisir. Je dois vraiment avouer que ce côté passionnel que j'ai découvert quand j'avais 16 ans, que j'ai expliqué au début de l'interview, ce côté passionnel ne s'éteint pas du tout, quoi. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc, je prends ma guitare tous les jours, je la joue avec plaisir, et puis je me dis, par exemple, voilà, je travaille un nouvel album, je travaille des nouveaux morceaux pour le répertoire des concerts. Et là, si tu veux, le fait de travailler intervient parce qu'il faut répéter, il faut créer des choses, et donc ça veut dire, ça demande aussi ça demande énormément de temps. Donc, quand les gens te voient sur pendant un concert pendant 2 heures, je dis toujours, c'est le travail d'une vie, quoi. Hein. Et c'est tous les musiciens qui diront pareil, quoi. Voilà, on travaille énormément. Il y a ce côté qu'on aime, ce qu'on fait. Ce n'est pas, il y a jamais un moment dans la musique où je me dis, je dois faire ça ou je dois faire ça. Peut-être on doit le faire actuellement pour les réseaux sociaux. Des fois, il y a des choses qui me pèsent parce que je me dis, il faut faire un truc là, un truc là, un truc là. Et ça, des fois, c'est un peu pesant, mais c'est nécessaire aussi maintenant de faire ce genre de choses-là dans la musique parce que les médias sociaux nous aident aussi dans la promotion et dans la diffusion des choses. Mais je dirais que vraiment, ce qui concerne la pratique de l'instrument, le fait de faire des concerts, le fait de voyager, il n'y a pas une minute où ce genre de choses-là me pèsent, quoi. Donc, et ça reste vraiment comme ça. Parce que je fais partie d'une certaine génération aussi de musiciens, et j'en connais d'autres qui sont des collègues de longue date, pour qui ce genre de choses-là pèse un peu. Mais en ce qui nous concerne, Gabi et moi, il n'y a aucun moment où on se dit « oh, on doit partir, on n'a pas envie », jamais, c'est le contraire, quoi. Quand on part, on se dit « ah, on part, on va faire des concerts et ça va être vraiment chouette, on va avoir des échanges avec les gens ». Et moi, je considère ça comme une grande chance de pouvoir vivre de cette manière-là. Tu parlais de faire des albums. Tu en es à combien d'albums et comment est-ce que tu les prépares? Où tu trouves tes idées, ton inspiration? En fait, maintenant, je vais sortir un nouvel album que je viens de terminer d'enregistrer d'ailleurs, et il sortira, je pense, au plus tard au mois de septembre, mais peut-être un petit peu avant. Et ce sera mon 19e album. Et pour moi, un album, ça représente toujours 2 ans de ma vie. Et pendant 2 ans de ma vie, si tu veux, quand j'ai fait un nouvel album, je me lance déjà dans un suivant. Mais je me lance déjà dans un suivant sans plan de travail. Donc je n'ai jamais de structure, si tu veux, qui me dit tu dois faire telle ou telle chose, tu dois répéter la guitare de telle à telle heure. Ça n'arrive jamais dans ma vie. Donc je laisse toujours libre cours à mon inspiration, comme je dis. Et je dis souvent, l'inspiration, c'est quelque chose de très particulier et étonnant aussi. Parce que l'inspiration, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. En tous les cas, que moi, je ne peux pas contrôler. Je n'y suis jamais parvenu. Donc, je ne peux pas me dire,
j'ai 2 jours, je vais jouer de la guitare, je vais écrire des nouveaux morceaux, parce que peut-être pendant ces 2-3 jours-là, il n'y a pas une seule idée qui va jaillir, quoi. Par contre, je peux être en route, je peux être à l'hôtel quelque part et de prendre ma guitare et me dire « Ouh, ça, il faut absolument que j'enregistre parce que c'est une idée à exploiter. » Donc ça veut dire, le moment de l'inspiration, je ne sais pas du tout quand il va arriver et je ne sais pas du tout le contrôler. Donc je ne sais pas le provoquer non plus. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'à partir du moment où on a une idée, c'est de l'exploiter, quoi. Plus tard, ça, on peut être guidé par une idée de départ et puis la suivre les jours suivants, par exemple. Hein. Donc ça ne pose pas problème. Et donc, en fait, comme je dis toujours, un album, c'est 2 ans de ma vie. 2 ans de ma vie pendant lesquels je vais faire des concerts, pendant lesquels je vais rencontrer des gens, pendant lesquels je vais voyager. Et tout ça, si tu veux, tout ça m'inspire, moi. Donc, ça veut dire, c'est une continuité, comme ça, dans ma vie, depuis des années, de me baser sur ma propre vie, pour m'inspirer. Et c'est comme ça que ça se passe. Et le nouvel album, d'ailleurs, qui s'appellera Bright or Blue, donc blue dans le sens un peu blues, hein, et il est pour moi vraiment un témoignage de ma vie, avec des moments de joie grâce à la musique, et des moments parfois un peu plus difficiles, surtout en ce qui me concerne au niveau familial, mais ça, bon, c'est des choses personnelles. Et si tu veux, donc c'est parfois des morceaux comme ça qui ont un contraste entre des moments vraiment très optimistes comme ça et des moments un peu plus nostalgiques, je dirais, hein, parce que on me dit souvent que la musique que j'écris, les ballades ont parfois un caractère nostalgique. Et je dis souvent oui, c'est la vérité, mais je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. Au contraire, je suis toujours quelqu'un qui me tourne vers l'avenir. J'essaie toujours de garder beaucoup d'optimisme dans la vie, parce que la musique m'inspire beaucoup, la musique est importante pour moi, les concerts sont importants pour moi, et donc si tu veux, c'est un rouage comme ça dans ma vie qui est continu, et ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Mais je me rends compte que, par exemple, j'ai envie parfois d'écrire des morceaux un peu plus nostalgiques, parce que même en tant qu'artiste ou en tant qu'auditeur, par exemple, dans les concerts, ce genre de morceaux-là, ils permettent vraiment le fait de fermer ses yeux, par exemple, et de se dire, voilà, j'écoute la musique, à quoi est-ce qu'elle me fait penser? À quoi est-ce que mes idées réagissent, par exemple? Et souvent, je suis étonné, par exemple, de voir à quel point les gens, après les concerts, viennent parfois me voir avec des messages qui sont parfois très personnels de leur part, de me dire, voilà, tu as joué tel morceau, et je n'ai pas pu retenir mes larmes, par exemple. Il y a des gens qui me disent ça régulièrement. Et ça, je trouve formidable, parce que je dis toujours à ces gens-là, merci de me le dire, parce que c'est puissant de dire à quelqu'un que tu ne connais pas, voilà, ce que tu m'as joué, ça m'a fait pleurer, quoi. Les gens ne me disent pas la raison pour laquelle ils ont pleuré, mais en tout cas, ils me le disent de manière ferme, et je trouve ça formidable. Je les remercie toujours, parce que je leur dis, pour moi, c'est un but qui est atteint, parce qu'un concert, c'est aller sur une scène de manière très intime, hein, parce que tu es tout seul sur une scène en train de jouer la guitare, tu racontes tes histoires qui ont aussi à voir avec ta vie personnelle, et les gens l'aperçoivent en fonction de leur vie personnelle à eux. Donc il y a vraiment une communication intense, quoi, qui s'est inscrite au moment où tu joues les morceaux. Et pour moi, il y a pas de meilleur compliment que de me dire que la musique que j'ai jouée, ça a fait voyager, la musique que j'ai jouée, ça a fait penser, ça a fait remémorer certaines choses. Pour moi, le but est vraiment atteint. Parce que le but des concerts, pour moi, ce n'est pas de prendre ma guitare et d'aller jouer tout seul sur une scène. Le but d'un concert, c'est de prendre ma guitare, d'aller jouer, mais de communiquer avec les gens. C'est pour moi l'élément essentiel qui est toujours mon but, et que je remarque aussi avec le temps, qui est de plus en plus mon but, quoi. C'est de partager des moments d'émotion avec les gens, quoi. Tu as fait un album, notamment qui est un hommage à un guitariste qui est Rory Gallagher. Qu'est-ce qui t'a inspiré à dédier un album entier à cet artiste? Mon attachement à sa musique, et
Voilà, on retourne de nouveau un peu en arrière. Hein. Donc, si on retourne de nouveau à cette époque où j'ai commencé à apprendre la guitare, donc quand j'avais 16 ans, j'écoutais d'autres choses aussi. Hein. Donc, je me suis plongé dans le blues et dans la musique acoustique, dans le fingerpicking. Mais c'est pas pour ça que je n'écoutais pas d'autres choses, quoi. Donc, il y avait toujours tous les... Je me suis rendu compte que quand j'ai découvert la guitare, évidemment, j'étais sensible à découvrir tous les guitaristes que je pouvais écouter, quoi. Et c'est comme ça que je me suis penché sur le répertoire de Rory Gallagher, que j'ai vu un jour en concert d'ailleurs au l'Omnisport de Grivnier. Hein. Et voilà, j'ai écouté Rory Gallagher, j'aimais beaucoup sa musique, blues, rock blues, mais parfois acoustique aussi. Et voilà, j'ai découvert aussi Hendrix à l'époque, j'ai découvert Steve Howe de Yes, par exemple, tous ces guitaristes-là, qui étaient des guitaristes électriques, hein, mais qui souvent prenaient leur guitare acoustique pour jouer des choses, Rory Gallagher en particulier. Et en fait, je me suis rendu compte que là, quand je lisais les interviews de Rory Gallagher, en fait, ce qui lui avait donné envie de jouer de la guitare, c'était à peu près la même chose que moi. Donc je trouvais des similitudes vraiment dans l'inspiration qu'il pouvait avoir. Et alors, j'ai toujours aimé sa musique, mais évidemment, c'est une musique électrique, beaucoup plus électrique qu'acoustique dans son répertoire. Et je me suis dit, pourquoi pas un jour, moi qui aime la guitare acoustique, interpréter des morceaux de quelqu'un que j'aime beaucoup, de les interpréter à la guitare acoustique, ce que j'ai fait. Et j'ai fait cet album To Rory, par respect aussi pour sa musique, et c'était vraiment un chouette projet. J'ai eu beaucoup de retours très positifs, dont par exemple le frère de Rory Gallagher, hein, qui est un monsieur qui s'appelle Donald Gallagher, et qui a, pendant toute la carrière de Rory Gallagher, il était le manager de Rory Gallagher, et il a fait absolument toute la carrière de Rory. Ils étaient très liés l'un et l'autre, et ils ont fait tous les voyages, ils ont fait tous les concerts. Et donc Donald, qui était le frère de Rory, m'a un jour téléphoné, et j'ai eu Donald Gallagher, j'étais très surpris de l'avoir au téléphone d'ailleurs, mais il m'a dit, Jacques, j'ai eu l'occasion d'écouter ton CD, et il m'a dit, c'est vraiment super, tu as vraiment réinterprété la musique de Rory, mais avec beaucoup de respect. Il aimait beaucoup, et il m'a dit, le meilleur compliment qu'on puisse me dire, il a dit, si Rory l'avait écouté, il m'a dit, il aurait aimé, quoi. Et alors, le frère de Donald m'a invité aussi en Irlande à jouer pour une commémoration à la Rory Gallagher Music Library de Cork, et c'était aussi un moment inoubliable parce que la salle était remplie de fans de Rory Gallagher. Donald était là et on a passé une soirée ensemble, et ça a été vraiment un moment très fort parce que c'était une concrétisation, si tu veux, du projet pour moi, de rencontrer la famille, parce qu'il y a aussi le neveu de Rory qui habite encore en Irlande et qui est très actif aussi dans le fait de garder le nom de Rory Gallagher présent dans l'émotion irlandaise, et c'était vraiment un moment inoubliable. Mais une concrétisation du projet, et je me rends compte qu'à chaque concert, maintenant, je joue des morceaux de Rory Gallagher du projet. J'en joue un ou deux, ça dépend des concerts, mais il y a toujours des fans de Rory Gallagher à chaque concert, quoi. Parce que Rory était quelqu'un, pour les fans de Rory, c'était quelqu'un d'irremplaçable, quoi. Hein, et ça fait toujours plaisir de partager un moment de scène, si tu veux, avec des fans de quelqu'un. Et je me rends compte que les fans de Rory Gallagher sont des personnes qui sont très fidèles à la musique de Rory. Et c'est chaque fois comme ça, à chaque concert, j'ai au moins un ou deux échanges avec des gens qui sont fans de Rory Gallagher, qui viennent à mon concert, qui ne savent parfois même pas que j'ai fait un album de Rory, mais qui sont étonnés et qui disent « Waouh, il faut cet album-là, quoi ». Ton style musical, c'est le finger picking. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment est-ce que tu pourrais le définir? Qu'est-ce que c'est le finger picking? Figure-toi que je suis en train de préparer d'ailleurs un moment spécial. Ça se passera à l'abbaye de Villers-la-Ville au mois de novembre. Donc je retrace, si tu veux, l'histoire du finger picking avec des morceaux
des morceaux que j'interprète évidemment au plus près de ce qu'ils étaient à l'origine. Et donc en fait, pour retrouver la source du fingerpicking, on doit se pencher sur le blues, parce que c'est vraiment, je dirais, dans le début des années 1910-1920, si tu veux, dans les États du Sud, comme l'État du Mississippi par exemple, les vieux bluesmen à l'époque, ils jouent quasiment tous de la guitare, hein, et c'est compréhensible de se dire pourquoi la guitare, parce que la guitare pour eux était pratique, même à l'achat, elle n'était pas très chère, et puis on pouvait la prendre et faire de la musique partout, dans la rue, dans des bars, et en fait leur guitare, si tu veux, servait pour eux d'accompagner la voix. Et en fait, des gens comme Robert Johnson à l'époque, ou bien d'autres comme Blind Blake, il y a toute une série de gens qui sont célèbres à l'époque. Donc, ils sont très populaires dans les États du Sud parce que ils animent des fêtes, ils jouent dans les bars, ils jouent dans la rue, et ils jouent leur guitare. Mais comme ils sont tout seuls avec leur guitare, ils ont imaginé un jeu de guitare, si tu veux, qui se suffisait à lui-même. Donc en fait, pour imiter aussi le piano ragtime, parce que le ragtime, si tu veux, dans les années 20 aussi, dans les États du Sud, est très populaire. Ça va devenir un peu plus tard, le ragtime va se changer en swing, et le swing va devenir du jazz. C'est vraiment une évolution comme ça dans les différents styles de musique. Mais on se rend compte que la plupart des vieux bluesmen, ils jouent du blues dans leur répertoire, mais ils jouent aussi des ragtime. Et ils imaginent, si tu veux, une manière de passer les cordes avec leur main droite particulière, où le pouce fait un accompagnement et les doigts font la mélodie. Et en fait, à l'origine, pour eux, c'est simplement une manière de passer les cordes qui imite le piano ragtime, et ça leur permet de jouer, par exemple dans la rue, de jouer un blues, mais de subitement jouer un ragtime, et de satisfaire un peu comme ça la demande des gens qui, à l'époque, voulaient aussi écouter du ragtime pour s'amuser, pour danser, quoi. Et puis petit à petit, si tu veux, cette manière de passer les cordes, elle se transmet dans la country music, avec des gens comme Chet Atkins ou même Travis, qui s'inspirent, eux, très fort des vieux bluesmen. Et puis, de la country music, ça va aller dans la musique folk, avec des gens comme James Taylor, ou bien comme John Baez ou Bob Dylan, qui vont utiliser le fingerpicking pour s'accompagner à la chanson. Et puis alors, le folk va être influent dans toute la scène du rock, où on va retrouver des gens, je disais, comme Rory Gallagher, qui vont aussi jouer du fingerpicking, en se basant toujours sur une tradition, une longue tradition d'évolution. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui se mêlent, beaucoup de styles de musique qui se mêlent, de morceaux qui se mêlent, et qui sont interprétés de manière différente dans tous les domaines musicaux qui existent à l'époque. Et puis on arrive, tout ça petit à petit arrive en Europe, avec des gens comme John Renbourn ou Bert Jansch en Angleterre d'abord, et puis Marcel Dady en France, et puis la scène, si tu veux, devient mondiale. Et le fingerpicking, c'est vraiment, pour moi, d'abord, ça trouve sa source dans le blues, ça c'est une chose certaine, mais c'est surtout une manière à rendre la guitare autonome de la même manière qu'on jouera du piano, c'est-à-dire que on peut s'occuper de tous les registres, les basses, les accords, la mélodie, et la guitare devient tout à fait autonome et devient vraiment un instrument soliste comme l'est le piano, par exemple. Et pour moi, si tu veux, c'est ça qui a fait que cette manière de passer les cordes à la guitare est devenue aussi populaire, c'est parce qu'elle permet de faire tellement de choses et de rendre la guitare, si tu veux, vraiment, parfois, il y a aussi beaucoup de gens, parfois, qui viennent au concert, qui me disent, je ne savais pas qu'on pouvait jouer la guitare comme ça, parce qu'ils n'ont pas l'information de se dire, tiens, voilà, je vais pas spécialement au concert de guitare en connaissant le répertoire de la guitare, je vais au concert de guitare pour découvrir aussi. Et les gens se rendent compte que la guitare, parfois, elle est trop souvent reléguée à un instrument d'accompagnement, quoi. On connaît la guitare, justement, par exemple, par des gens comme, je sais pas moi, Cabrel, qui joue très bien de la guitare, ou Brassens, qui jouait très bien de la guitare. Et la guitare, elle est toujours, si tu veux, en support de la voix. Et moi, mon objectif en tant que musicien, c'est de quitter ce domaine-là et de rendre la guitare vraiment, de lui donner une place, si tu veux,
que parfois on ne s'attend pas. Donc, je dirais la place de concertiste, ouais, d'être un instrument qui se suffit à lui-même, qui va dans tous les registres. Ça, pour moi, ça reste une de mes motivations premières aussi en tant que musicien, c'est faire découvrir les aspects parfois méconnus de la guitare. Et souvent on me dit, ben, pourquoi tu ne chantes pas? Je dis souvent, ben, je ne chante pas parce que ça m'intéresse vraiment pas de chanter, c'est vraiment pas mon but en tant que musicien. Justement, au contraire, si par exemple tu associes la guitare à la voix, ben la guitare elle retombe de nouveau dans ce schéma d'accompagnement, quoi. On ne sait pas jouer de la guitare comme un soliste en étant accompagnant une voix, par exemple. Parce qu'après, les gens vont te dire, ben non, ça ne va pas, la guitare a trop de place. On a cette association voix-guitare, si tu veux, qui est toujours très typée, je trouve. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. J'ai envie de prendre la guitare, de l'isoler et de faire ce que je fais depuis des années. Et c'est ce qui me rend heureux aussi, hein, de faire ça. C'est ce qui me motive. Tu es un des cofondateurs de Verviers Guitare Festival. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que c'est? Ça a été une belle expérience que j'ai réalisée avec Francis Géron, qui est le patron du Spirit of 66. Et encore une fois, ça a été une belle expérience parce que pendant 5 ans, je pense que j'ai collaboré à l'organisation. Ça a été une belle expérience de se dire, voilà, on met sur pied un événement qui a une relation avec la guitare, moi, qui me touche évidemment particulièrement. Et ça a été une chouette expérience, mais ça a été aussi l'expérience de me rendre compte que je suis pas un organisateur, moi, tu vois. Donc, je me suis vite rendu compte que c'était intéressant parce que ça te permet de rencontrer les gens, ça te permet d'être en contact avec des gens, de les inviter, de faire des concerts. Mais moi, je me suis rendu compte très vite aussi que je n'étais pas organisateur, donc c'était un rôle que je trouvais intéressant, mais qui ne m'était pas destiné, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait pendant 5 ans. Et puis j'ai dit, j'arrête parce que ce n'est vraiment pas mon truc, comme on dit, hein. Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien comme ça d'arrêter quelque chose plutôt que de déborder dans le fait que ça te pèse, quoi. Et donc j'ai décidé d'arrêter justement avant que ça ne me pèse. Et comme ça, je ne garde qu'un bon souvenir, quoi. Et ce qui se passe, si tu veux, c'est que de temps en temps, il y a des concerts où il y a des collaborations avec d'autres musiciens, mais c'est souvent aussi des collaborations entre solistes, par exemple, tu vois. Par exemple, à la rentrée, au mois de novembre, je fais un festival qui s'appelle International Guitar Night, qui est organisé par le label Acoustic Music Records, sur lequel je suis depuis des années. Et voilà, c'est une soirée de guitare avec 4 guitaristes, et donc ça veut dire que on est 4 personnalités, puisqu'on est 4 solistes, et puis on joue ensemble à la fin, quoi. Et donc, si tu veux, ça, ce sont des choses aussi qui sont assez courantes dans le monde de la guitare. Il y a plusieurs types de festivals comme ça qui sont itinérants et qui organisent des concerts avec multi-guitaristes. Et c'est toujours très intéressant pour nous, parce que on doit concevoir le concert autrement, parce que tu es pendant 20 minutes sur la scène avec ton répertoire, mais pendant un autre moment du concert, tu dois partager avec les autres d'une autre manière que le métier de soliste, quoi. Et je trouve ça très intéressant. Je me réjouis d'ailleurs de faire cette International Guitar Night là, parce qu'on va beaucoup voyager, et puis on voyage tous ensemble, on est dans un minibus, quoi. Donc si tu veux, ça fait aussi une ambiance un tout petit peu différente d'être en voiture, dans une sorte de choses auxquelles tu es habitué. Tu sors un peu de tes habitudes, et c'est très positif aussi. Voilà. Finalement, c'est quoi être musicien? C'est une question, on risque d'en parler beaucoup. Être musicien, pour moi, c'est d'abord guider. C'est une décision importante à prendre dans ta vie, parce que c'est une décision qui est guidée par une question passionnelle, quoi. Donc ça veut dire que tu décides d'être musicien, et moi je me suis rendu compte tout au cours de ma vie que la musique a toujours été comme étant une force prioritaire, quoi. Et une force prioritaire dans mes décisions. Je me suis rendu compte que j'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie où je devais faire un choix entre la musique et autre chose, et chaque fois j'ai pris la musique, quoi. Donc ce n'est pas que j'ai ressenti chaque fois une attraction
passionnel vers la musique. Et donc je pense que tu ne peux choisir la vie de musicien qu'à partir du moment où tu as cette passion. Si tu le fais un peu en dilettante, tu ne saurais pas avoir le même investissement, quoi. Et donc c'est pour moi d'abord, la vie de musicien, c'est ce côté passionnel, mais il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas un métier facile, hein, donc ce n'est pas un métier facile parce qu'il faut gagner sa vie avec ce métier-là aussi, et il faut trouver des choses dans lesquelles on se sent bien, quoi. Et quand on me pose la question, d'ailleurs, on me dit souvent, tiens, pourquoi tu es tout le temps seul, pourquoi tu ne collabores pas avec d'autres? Ce n'est pas que je ne veux pas collaborer avec d'autres, loin de là, mais je veux dire que pour les projets qui me motivent et qui répondent à cette demande passionnelle que j'ai en moi, eh bien c'est toujours, j'en reviens toujours, ben j'aime bien jouer la guitare tout seul parce que j'arrive à défendre au mieux, si tu veux, ce que j'ai en moi au travers de mon métier de soliste, quoi. Et c'est ça, pour moi aussi, être musicien, c'est trouver une voie qui te convient. Aller dans une voie qui ne te convient pas, je pense que on a l'impression qu'on est toujours à côté de la plaque, quoi. Et ça, en tant qu'artiste, si tu veux, quand tu vas sur une scène et que tu vas défendre quelque chose, je pense que tu ne peux arriver à être bien dans ce domaine-là qu'à partir du moment où tu es convaincu de ce que tu fais à 200%, quoi. Et alors là, tu le fais de manière passionnelle, tu le fais avec amour, tu le fais avec motivation, et c'est pour moi ça qui définit le départ de la vie de musicien. Et puis après, pour moi, la vie de musicien, c'est une vie de partage aussi. Même si on est un soliste sur une scène, on partage beaucoup. Mais on partage beaucoup, évidemment, avec les gens qui viennent t'écouter, quoi. Et ça, pour moi, c'est un deuxième élément. C'est le fait de vouloir vraiment, d'avoir un désir en toi comme ça, qui te porte sur la scène. Et quand tu es sur la scène, tu te portes vers les gens, quoi. Et tu te portes vers les gens au travers de la musique que tu joues. Tu partages des moments d'émotion, tu partages des moments d'énergie, tu partages des moments qui font du bien à tout le monde et qui font du bien à moi aussi, en tant qu'artiste, évidemment, hein, puisque je redis encore que je ne peux pas concevoir ma vie d'artiste, ma vie de musicien, sans aller sur une scène pour partager tout ça, quoi. Si tu pouvais jouer avec n'importe quel musicien, vivant ou décédé, qui choisirais-tu et pourquoi? Ah ben ce serait Roy Gallagher, assurément. Parce que Roy Gallagher, c'était quelqu'un qui était... Quand on l'entend, sa musique, et quand moi je l'ai vu sur scène, c'était quelqu'un d'une extrême générosité, quoi. Et je pense que s'il y a bien quelqu'un avec lequel j'aurais voulu partager des notes de guitare, c'est lui. Ouais. Imaginons que tu sois invité à composer la bande son d'un film. Quel genre de film aimerais-tu? Oh, ce serait certainement un film assez... qui irait un peu dans le sens histoire d'amour, certainement, hein, parce que moi j'ai la chance d'avoir une grande histoire d'amour avec Gabi, ma femme, qui perdure, mais j'ai aussi la chance d'avoir une grande histoire d'amour avec la musique, parce que c'est quelque chose qui est pour moi tellement fort, et donc ça irait certainement dans ce genre de choses-là. Avec peut-être un attrait avec la nature aussi, parce que je suis fan de la nature, j'adore marcher par exemple, et voilà, mon épouse et moi, quand on a l'occasion de voyager avec la musique, on essaie parfois aussi de combiner avec des découvertes de régions où on est, et voilà, ce serait certainement un film qui a à voir avec l'amour, et certainement un film qui a à voir avec la nature. Si ta guitare pouvait parler, quelle anecdote penses-tu qu'elle raconterait en premier? Ça, c'est une question particulière. Oh bah, j'espère, en tous les cas, qu'elle dirait qu'elle est contente des notes que je fais sortir d'elle. Voilà. As-tu un rituel particulier avant de monter sur scène? Non. Je dois avouer aussi que monter sur scène, pour moi, ça représente toujours un vrai plaisir, quoi. Et je pense que quand tu es dans un grand festival, avant de monter sur scène,
tu prends conscience que le moment où tu vas bientôt passer le cap du rideau, ben, il est important parce que chaque seconde sur scène est important. Donc il faut jamais laisser partir le temps, quoi, parce que tu es sur la scène pendant un certain nombre de minutes et toutes les secondes de ton concert sont importantes pour justement être directement dans le concert, parce que je trouve que être dans un concert, pour moi, c'est très important pour le contact que tu vas avoir avec les gens, mais c'est très important aussi pour le souvenir que tu en garderas. Et moi, quand je vais sur scène, je veux savourer toutes les secondes du concert, quoi. Donc, des fois, avant de monter sur scène, ben, tu te dis, voilà, donc tu entends une annonce qui va dire ton nom, et puis on dit, voilà, Jacques Stodzem, et tu montes sur la scène, et de ce moment-là, si tu veux, c'est un moment plein d'émotions et que j'adore, quoi. Et voilà, je veux profiter vraiment, c'est ce que je me dis souvent avant un concert, voilà, c'est ça, tu es dans la loge, tu répètes un peu, mais je veux dire que quand tu es dans la loge et que tu répètes, voilà, je répète plus pour accorder la guitare convenablement, des choses comme ça, mais répéter, c'est pas parce que tu vas répéter avant un concert que tu vas mieux jouer. Tu joueras mieux à partir du moment où tu seras mieux investi sur la scène, ça c'est une chose. Donc je travaille, si tu veux, dans ma tête au moment de me dire, voilà, tu dois être à 100% dès la première seconde du concert, quoi. Et je me rappellerai toujours d'une anecdote d'ailleurs. C'était un concert de Marcel Dady que j'avais été voir. Et alors, il y avait Marcel Dady, c'était un concert en duo, Marcel Dady et Jean-Félix Lalanne. Et alors, j'avais l'impression parfois qu'ils n'avaient pas beaucoup répété à deux. Et alors, Marcel Dady était toujours sur scène à l'époque, il était toujours très caustique dans son humour. Et alors, il y avait Jean-Félix Lalanne, des fois, qui répétait un tout petit peu juste avant le morceau qu'ils allaient jouer, tu vois. Et Marcel Dady, il avait un moment, il lui avait interrompu, il avait dit, Jean-Félix, il est trop tard pour répéter. Et c'était vraiment ça. Répéter avant un concert, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Ça sert juste, je dis, à accorder la guitare pour ne pas que tu aies à l'accorder quand tu vas sur la scène. Donc c'est vrai que répéter avant un concert, ça sert pas à grand chose, en fait. Donc, est-ce que tu pourrais nous résumer ta vie en 30 secondes chrono? Top, c'est parti. Ben, je dirais que ma vie, elle a été guidée par un côté passionnel, la guitare, la musique. Et ce côté passionnel me rend d'ailleurs toujours excessivement heureux. Je suis très content de la vie que je mène en tant que musicien, en tant qu'artiste, en tant que concertiste. Et je dis souvent, je voudrais la changer contre rien d'autre au monde. Même si ce n'est pas, comme je l'ai dit dans l'interview, c'est pas une vie facile, mais c'est une vie qui, moi, me rend heureux. Top. Puis, concert intime ou grand festival? Les deux. Composition en studio ou improvisation sur scène? Composition en studio. Guitare vintage ou modèle signature moderne? Modèle signature moderne. Matin ou soir pour composer? Matin. Accordage standard ou ouvert? Standard. Solo acoustique ou collaboration avec d'autres musiciens? Solo acoustique. Vinyle, CD ou streaming? Vinyle et CD. Public européen ou asiatique? Les deux. Reprise d'un classique ou création originale? Création originale. Si tu n'étais pas musicien, quel métier aurais-tu exercé? Je n'en ai aucune idée.